Le mercredi 2 août 2006, Brandy Wells, une jeune américaine de 23 ans, se présente à l'improviste au domicile de sa mère, Hélène, située à Tyler, dans le comté de Smith, au Texas. Hélène est surprise et ravie de voir sa fille qu'elle n'a pas vue depuis quelques semaines maintenant. Mais Brandy ne va pas s'éterniser parce qu'elle a d'autres plans ce soir-là. Elle prévoit de sortir avec des amis. C'est en tout cas ce qu'elle laisse entendre à sa mère. Brandy quitte la maison aux alentours de 20 h, au volant de sa voiture, une Pontiac Grand Prix Noir 2000. Ce qu'Hélène ne sait pas, c'est que c'est la toute dernière fois qu'elle verra sa fille. Brandy Wells va disparaître des écrans radars. Plus personne n'entendra parler de la jeune femme après cette soirée. Seule sa voiture sera retrouvée sur le bord de l'autoroute 20, près de Longview, à 60 km de Tyler, avec son sac à main à l'intérieur. Alors que s'est-il passé cette nuit-là? Pourquoi Brandy Wells ne donne plus aucune nouvelle? Qu'a-t-elle fait? Avec qui? Et surtout, où s'est-elle vraiment rendue? Cette dernière question, justement, trouvera une réponse grâce aux images de vidéosurveillance qui montrent Brandy rentrer dans une boîte de nuit seule à 22 h 30, ce mercredi 2 août 2006, pour en ressortir 2 heures plus tard, à minuit 30. Ces images sont très précieuses. Elles sont les derniers signes de vie de Brandy. Précieuses, mais aussi inquiétantes. Parce qu'en s'attardant dessus, les policiers vont relever un détail très troublant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, très intrigante encore une fois, puisqu'on va revenir ensemble sur la disparition de Brandy Wells. C'est un cold case non résolu, mais restez bien jusqu'à la fin, parce que comme d'habitude, je vais avoir besoin de vos avis, de vos théories. Mais avant de rentrer entièrement dans cette histoire, je tenais à remercier la marque Allskern qui est le sponsor de notre vidéo du jour. C'est une petite entreprise familiale autrichienne qui a été fondée en 2016. Alors petite entreprise qui a pas mal grandi depuis puisqu'elle compte aujourd'hui plus de 10 magasins physiques répartis sur l'Autriche et sur l'Allemagne. Il faut savoir qu'au départ, tout début de l'histoire, Allskern proposait uniquement des montres en bois avant d'élargir la gamme, puisqu'aujourd'hui Allskern propose des montres high-tech fabriquées à partir de matériaux naturels en combinaison avec de l'acier inoxydable ou du carbone, des bijoux pour femmes, des bijoux pour hommes. Il y a également des lunettes de soleil plutôt élégantes. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site internet. Des lunettes de soleil avec des éléments en bois. Il y a aussi des sacs à main en bois et en pierre. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que les sacs en bois et en roche ne sont disponibles que chez Allskern. Les créations Allskern, je le répète, sont fabriquées à partir de matériaux naturels, ce qui, vous le comprenez, les rend uniques. En plus de ça, leur bois a une certification FSC, donc pas de déforestation, et la gamme de la marque compte plus de 1000 designs et modèles différents, dont la plupart sont disponibles dès maintenant sur leur site internet. Moi j'ai craqué par exemple pour cette montre, pour la montre naturaliste, elle est vraiment magnifique, elle est disponible également sur le site internet. Si vous aussi, eh bien vous avez envie de vous faire plaisir, si vous souhaitez faire plaisir, sachez que vous avez 15%
de réduction pendant les 2 prochaines semaines avec mon code Charlie15. Le code, je vous le mets en barre de description évidemment, je vous le mets aussi en commentaire épinglé, donc profitez-en, n'hésitez pas maintenant, si vous aussi vous craquez pour un de leurs bijoux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est parti pour la vidéo. Brandy Wells est née le 28 novembre 1982. Elle a grandi à Tyler, au Texas. Elle a 23 ans au moment de sa disparition. Elle mesure 1,52 m pour 54 kg. Elle a les yeux noisettes et les cheveux bruns. Ses oreilles sont percées. C'est une jeune femme décrite comme très sociable et extravertie par sa famille, notamment par sa mère, Helen Tent. Ce dont nous sommes certains, c'est que Brandy a une sœur cadette qui s'appelle Georgia. Brandy va fréquenter le Chapel Hill High School, qui est un lycée public situé donc à Tyler, et dans ce lycée, elle va découvrir et pratiquer la flûte dans l'orchestre de l'école, ainsi que le flag corps. C'est une discipline qui est assez répandue aux États-Unis, qui mélange chorégraphie de drapeau et danse, généralement devant la fanfare de l'école. C'est un sport très précis, qui demande beaucoup d'entraînement, et c'est une discipline qui plaît à Brandy, et elle excelle dans ce sport. Elle est suffisamment d'ailleurs talentueuse pour recevoir une bourse d'études à l'université du Texas, à Tyler donc. La première année va être une réussite pour Brandy, mais ça ne va pas durer. Ça va changer lors de sa deuxième année. Elle est âgée alors de 19 ans. Elle tombe en fait amoureuse d'un jeune homme qui est également à l'université. Et entre les deux, c'est le coup de foudre, tellement le coup de foudre qu'ils décident rapidement de se marier. Et après le mariage, Brandy continue à aller à l'université. Mais c'est compliqué et ça, elle le découvre, elle n'arrive pas à gérer ses études et sa vie de famille. Elle qui voulait devenir enseignante en maternelle, c'était son rêve, comme sa grand-mère, elle est obligée d'abandonner cette idée. Mais elle se promet, elle garde ça dans un coin de sa tête, de retourner un jour à l'école pour réaliser donc ce rêve. 2 ans plus tard, 2 ans après avoir abandonné l'université, le couple divorce. C'est un coup dur, vous l'imaginez, pour Brandy, qui a donc tout quitté, ses études, qui se retrouve donc divorcée. Elle prend toutes ses affaires et déménage à San Antonio pour s'installer chez un ami. Un ami qui va rapidement devenir un petit ami. Mais pareil, la relation ne va pas durer, elle va s'arrêter au bout d'1 an, parce que ce garçon s'enrôle dans l'armée et part à l'étranger. Et là, c'est un déclic pour Brandy qui, après cette relation, va décider de se rapprocher de sa famille, elle en a marre. Et elle va donc s'installer à Brownsboro, qui est situé à 32 km de Tyler. Et là, elle va vivre avec une copine, avec une colocataire. À ce moment-là, Brandy a donc 23 ans. Elle est divorcée, financièrement, c'est très compliqué, elle est un peu perdue. Alors, elle décide de reprendre sa vie, là où elle s'est arrêtée, à 19 ans, en reprenant ses études tout simplement. Elle postule au Trinity Valley Community College, en demandant s'il est possible d'utiliser sa bourse qu'elle avait obtenue quelques années plus tôt grâce au Flag Corps. Son objectif à ce moment-là est simple, se mettre la tête dans le guidon et réaliser donc son rêve qui est de devenir enseignante en maternelle. Elle est acceptée à l'université, elle est un petit peu nerveuse à l'idée de retourner sur les bancs de l'école parce qu'elle sait qu'elle va avoir affaire à des camarades qui sont plus jeunes qu'elle, mais en même temps elle est excitée par cette nouvelle aventure. Avant de retourner à la fac, je vous l'ai expliqué, financièrement, c'est assez compliqué pour elle, elle va essayer de trouver un petit peu d'argent. Pour ça, elle va aller voir un prêteur sur gage pour vendre ses bijoux. C'est comme ça qu'elle va récolter un petit peu d'argent. Et puis, elle va travailler surtout. Elle va trouver un poste dans un grand supermarché, dans une grande enseigne de supermarché, et doit donc recevoir son premier planning de travail dans les prochaines semaines. Nous sommes le mercredi 2 août 2006. Ce jour-là, Brandy ne travaille pas encore puisqu'elle doit commencer la semaine suivante et n'a pas encore repris les cours. Vous voyez, on est vraiment au début de sa nouvelle aventure. Ce jour-là, elle quitte son appartement de Brownsboro en fin d'après-midi et parcourt au volant de sa voiture, une Pontiac Grand Prix Noir 2000, les 30 minutes de route qui la séparent de la maison de sa mère, à Tyler, au Texas. Son idée est assez simple, elle veut aller faire la fête et aller au Graham Central Station, qui est une discothèque située à Longview, à 60 km de Tyler. Ce soir-là, la boîte de nuit offre les entrées aux femmes pour la Ladies Night, comme tous les mercredis soirs. En voyant arriver sa fille, Hélène, la mère de Brandy, est quelque peu surprise. Elle ne s'y attendait pas.
Brandy ne l'avait pas prévenue, mais elle est heureuse, ça fait un petit bout de temps qu'elle n'a pas vu sa fille. Alors, elle lui demande si elle veut rester manger avec elle le soir. Mais, vous le savez, Brandy a d'autres plans. Ce qu'elle dit à sa mère à ce moment-là, c'est qu'elle doit voir des amis dans un bar de Tyler, des amis qu'elle n'a pas vus non plus depuis longtemps. Brandy va proposer à sa sœur cadette, à Georgia, de l'accompagner, mais celle-ci décline la proposition, elle ne se sent pas bien, elle préfère rester tranquille. D'ailleurs, à ce moment-là, elle est déjà couchée. Peu avant 20 h, Brandy va se changer et enfiler d'autres vêtements. Elle mettra, écoutez bien, un haut fleuri, sans bretelles, un pantalon sombre et des chaussures à talons noirs. Une fois changée, Brandy fait une demande un peu particulière à sa mère. Elle demande à sa mère si elle peut utiliser sa voiture parce que la sienne n'a quasiment plus d'essence. Mais sa mère lui répond que ça va être un peu compliqué parce qu'elle aussi n'a plus d'essence dans sa voiture. Finalement, Brandy prend sa voiture, prend sa Pontiac et laisse sa mère en lui disant qu'elle va donc dans ce bar, l'Electric Cowboy, qui est situé à Tyler. Mais on sait qu'elle prévoit en fait de faire les 60 km pour aller à Longview. Et à ce moment-là, on ne sait pas vraiment si elle a repris de l'essence, peut-être qu'il lui en restait un petit peu, peut-être qu'elle a puisé aussi dans ses économies, on n'a pas vraiment la réponse. Toujours est-il que Brandy prend la direction de Longview. Une fois au volant, Brandy appelle sa marraine, qui s'appelle Michelle Cole, pour lui proposer de sortir avec elle. Mais cette dernière va aussi refuser. Là, à ce moment-là, on commence à comprendre que Brandy en fait est seule, qu'elle va sortir seule. D'ailleurs, aucun des amis de Brandy, qui seront interrogés après sa disparition, ne savait qu'elle sortait ce soir-là. Avant d'arriver au Graham Central Station, Brandy va faire une étape dans un bowling qui est situé vraiment à la limite de Tyler, qui s'appelle le Eleven Frame Club. C'est un bowling dans lequel travaille Jeannette, qui est une amie de la famille, qui connaît bien Brandy. Elle travaille au bar et elle reconnaît Brandy. Les deux femmes discutent un petit moment. Brandy commande une vodka, qu'elle demande d'ailleurs à mettre sur la note de sa mère, puisque sa mère également a l'habitude de se rendre au bowling. Et au cours de la discussion, Brandy explique à Jeannette qu'elle prévoit de sortir au Graham Central Station. Jeannette est un petit peu inquiète parce qu'elle sait que Brandy est seule, et elle tente donc de la dissuader. Elle lui dit peut-être que tu ferais mieux de sortir ici à Tyler. Mais Brandy quitte le bowling à 21h30, sans finir son verre, et prend la direction de Longview. C'est la toute dernière fois que Brandy est vue par quelqu'un qu'elle connaît. Ce que l'on sait également, c'est que durant son trajet cette nuit-là, Brandy appelle le club, la boîte de nuit en question, 2 fois, pour obtenir en fait de l'aide concernant la direction à prendre, parce qu'apparemment, c'est ce qu'elle raconte aux employés, elle s'est trompée dans une direction. Et je vous rappelle que nous sommes en 2006, à ce moment-là, les GPS ne sont pas démocratisés. Il n'y en a pas dans toutes les voitures. Le lendemain matin, le jeudi 3 août 2006, vers 9h15, un policier en patrouille remarque une voiture, une Pontiac Grand Prix Noir 2000, abandonnée sur le bord de l'autoroute 20 de Longview. Il vérifie la plaque d'immatriculation, mais ne trouve aucune déclaration de vol. Alors, il ne s'inquiète pas plus que ça. Peut-être, c'est ce qu'il se dit, que quelqu'un est tombé en panne et reviendra chercher la voiture. Il note simplement la voiture comme abandonnée et continue sa route. Quelques minutes plus tard, le même jour, à 9h30 précisément, Hélène, la mère de Brandy, se réveille et découvre que sa fille n'est pas encore rentrée de sa soirée. Elle ne s'alarme pas trop, elle suppose que Brandy a profité de la soirée, a sûrement bu et donc a dormi chez une copine. C'est le soir que Hélène va commencer à réellement s'inquiéter, lorsque la colocataire de Brandy l'appelle. Elle l'appelle pour lui demander si Brandy est encore chez elle, parce qu'elle l'a attendue toute la journée à Brownsboro, qu'elle devait faire du shopping ensemble, et qu'elle n'est pas venue. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit à Hélène, je n'arrive pas à la joindre. Je tombe sur sa messagerie. C'est à ce moment-là donc qu'Hélène décide d'appeler le téléphone portable de sa fille. Mais celui-ci tombe également directement sur sa messagerie vocale. Hélène ne s'affole pas non plus, elle se dit que potentiellement le portable de sa fille est sûrement déchargé et qu'elle n'a pas de chargeur sur elle. Le 4 août, Hélène n'a toujours pas de nouvelles de sa fille, alors elle se rend au service de police de Tyler pour signaler sa disparition. Elle y va avec Georgia, la sœur cadette de Brandy. Et c'est à ce moment-là, figurez-vous, qu'elle apprend que Brandy n'est pas allée dans ce bar de Tyler, l'Electric Cowboys,
mais à 60 km de là, au Graham Central Station, cette boîte de nuit de Longview. Après être allée à la police, Hélène décide donc de s'y rendre. Elle fouille le parking du club, les environs, mais aucune trace de Brandy, ni de sa voiture d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, aucun lien n'est fait entre la découverte de la voiture et la disparition de Brandy, le policier n'ayant rien signalé, je vous le rappelle. On perd un petit peu de temps et on va continuer à perdre du temps le 5 août, 3 jours après la disparition de Brandy. Hélène, écoutez bien, est informée que c'est la police de Longview qui prendrait en charge du coup l'affaire parce qu'il fallait qu'elle dépose auprès d'eux un nouveau rapport de personnes disparues. Donc après être allée à la police de Tyler, il faut qu'Hélène, hop, se rende à la police de Longview. Le 6 août 2006, la police reçoit un appel d'un homme qui a l'habitude de conduire sur l'autoroute 20. C'est l'autoroute qu'il emprunte pour aller au boulot. Et il signale aux policiers qu'une voiture, une Pontiac Grand Prix noire, est toujours là, et ce depuis plusieurs jours. Et c'est donc à ce moment précis que les policiers font le lien avec la disparition de Brandy. La voiture appartient à la jeune femme. Le FBI est appelé en renfort et avant de fouiller la voiture, ils font des constatations. La voiture est retrouvée en biais à environ 500 mètres de la sortie d'autoroute qui aurait dû ramener Brandy vers Tyler. Autre constatation, les clés sont manquantes et la porte, côté conducteur, est entrouverte. On ouvre donc la voiture pour la fouiller. Le sac à main de Brandy est retrouvé. Sac qui contient son portefeuille et sa carte d'identité. Ainsi qu'un téléphone portable que l'on pense à ce moment-là être celui de Brandy. On en reparlera tout à l'heure. On retrouve également dans le coffre un bidon d'essence. Les policiers vont également faire 2 autres découvertes. Le siège du conducteur a complètement été reculé, ce qui peut laisser penser que quelqu'un de plus grand que Brandy a conduit la voiture. Et puis, on retrouve à l'intérieur une serviette en papier, qui vient de la boîte de nuit, puisque la serviette est marquée au nom de la boîte de nuit, avec le nom d'un homme et le numéro de téléphone de cet homme, certainement, écrit dessus. La police contacte donc l'homme en question et l'interroge sur l'interaction possible qu'il a eue cette nuit-là avec Brandy. Et cet homme explique simplement au policier qu'effectivement, il a rencontré Brandy dans cette discothèque, qu'il lui a proposé de lui offrir un verre, qu'elle a refusé, et en fait, elle lui a surtout demandé de l'argent pour l'essence. Lui ne voulant pas aller plus loin, en tout cas ne voyant pas de possibilité, il lui a tout simplement laissé son numéro de téléphone sur cette serviette, avec son prénom. Après quelques recherches, la police ne considère pas cet homme comme un suspect dans la disparition de Brandy. Une fois la voiture fouillée, les policiers décident de s'intéresser de plus près à la boîte de nuit. Il serait peut-être temps. C'est là où Brandy est censé avoir passé la soirée. Et ils vont obtenir les images de vidéosurveillance de cette boîte. Peut-être qu'ils arriveront à repérer Brandy. Ce soir-là, il y avait beaucoup de monde. Mais la police pense repérer Brandy à l'entrée de la boîte de nuit, sur ces images, regardez, à 22h44, entre 2 hommes inconnus. Un appel est lancé pour retrouver l'identité de ces 2 hommes, mais ça ne donne rien. Personne ne se manifeste. Entre-temps, écoutez bien, la mère de Brandy apporte aux enquêteurs un échantillon de l'ADN de sa fille. Et quand elle arrive au poste de police, elle remarque que le téléphone portable que la police avait récupéré dans la voiture n'est pas celui de Brandy. Elle dit, ce téléphone portable ne lui appartient pas. C'est celui de son ex-petite amie. Ex-petite amie, souvenez-vous, partie depuis à l'étranger. Un téléphone portable qu'il aurait peut-être perdu avant de partir. Il était sous le siège passager. Et comme la police était persuadée que le téléphone portable qu'ils avaient trouvé dans la voiture était celui de Brandy et que il n'était pas sorti de la voiture depuis la disparition de Brandy, ils n'avaient pas cherché à analyser les données téléphoniques. Ils se sont dit, de toute façon, le portable est resté dans la voiture, ça ne va rien nous donner. Alors d'un seul coup, ils changent leur fusil d'épaule et ils se disent, faut vite qu'on analyse les données téléphoniques du portable de Brandy. Et en analysant donc les données téléphoniques, ils s'aperçoivent que 9 jours après la disparition de Brandy, 2 appels ont été émis du téléphone portable de la jeune femme. Les policiers retrouvent les 2 personnes
qui ont reçu ces appels. Elles sont interrogées. Ce qui mène la police à retrouver la personne qui possédait le téléphone portable, celui qui a donc appelé les deux personnes. Cette personne affirme avoir donc trouvé le téléphone sur le bord de la route, environ une semaine après la disparition de Brandy. La zone dans laquelle le téléphone a été retrouvé se situe au sud de la ville, à proximité de l'endroit où la voiture de Brandy a été abandonnée. Et cette zone est connue pour le trafic de drogue et le trafic sexuel. L'homme ne sera pas considéré comme un potentiel suspect dans la disparition de Brandy. Ce n'est que 6 semaines plus tard qu'il va y avoir un véritable retournement de situation. La famille de Brandy va demander, parce que ça n'avance pas, elle aussi à pouvoir visionner les images de vidéosurveillance la nuit de la disparition dans cette fameuse boîte de nuit. Et là, il tombe de haut. Il y a un problème. La femme, observée donc par la police à 22h44 entre les deux hommes, n'est pas Brandy. Et ça, c'est une véritable erreur. C'est pas Brandy tout simplement parce qu'elle n'est pas habillée pareil. Déjà, je vous rappelle que Brandy portait un haut sans bretelles fleuries. Là, ce n'est pas le cas. En fait, écoutez bien, Brandy est arrivée 10 minutes plus tôt, à 22h35, comme le montre cette image de vidéosurveillance. Regardez, on la voit. Elle est seule quand elle rentre dans la discothèque. On la voit ensuite à 22h37 en train de montrer sa carte d'identité et la personne donc à l'accueil lui met un bracelet. Elle repart regarder à minuit 30, 2 heures plus tard. Une nouvelle fois, enregistrée par la vidéosurveillance. Il y a quelque chose dans cette image qui va attirer l'attention des enquêteurs. Au moment où elle sort et semble donc se diriger vers le parking. Précisément à ce moment-là, il y a un homme qui sort en même temps, comme s'il la suivait d'assez près. Il porte une chemise noire et un chapeau de cow-boy blanc. Lui se dirige plus vers la gauche, regardez, alors que Brandy, elle, se dirige vers le parking, vers la droite de l'écran. Mais on a l'impression, quand on regarde le haut de l'écran et qu'on s'attarde dessus, que finalement, Brandy bifurque vers la gauche pour suivre l'homme. On a l'impression qu'il tourne la tête vers la droite comme s'il l'appelait, comme s'il la cherchait du regard, et qu'elle le suit. Mais ça, ce ne sont que des interprétations parce qu'il n'y a aucune caméra sur le parking, donc on ne sait pas ce qu'il s'est passé ensuite. Le 29 octobre 2006, le corps carbonisé d'une femme est retrouvé dans un champ à environ 11 km de l'endroit où la voiture de Brandy a été retrouvée. Bien que le corps soit méconnaissable, on pense à ce moment-là qu'il s'agit de Brandy. Des analyses sont réalisées, une autopsie est pratiquée. La femme non identifiée portait un pull violet et un jean bleu. Les dossiers dentaires parlent et montrent qu'il ne s'agit pas de Brandy. La femme sera publiquement identifiée en 2019, en février 2019 précisément. Il s'agit de Dana Dodd. Le 23 décembre 2006, une deuxième recherche pour retrouver Brandy est menée par un centre de recherche indépendant,
Un sac à dos sera retrouvé, mais il sera déterminé plus tard qu'il n'appartient pas à Brandy, qu'il appartient à une autre personne. En 2010, Hélène va recevoir un appel d'un homme, se faisant appeler Tim. Cet homme affirme que Brandy est encore en vie et qu'elle se trouve à Kansas City, dans le Missouri. Le problème, c'est que l'homme raccroche avant qu'Hélène ne puisse avoir plus d'informations. La police pense qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Vous le voyez, il y a très peu d'informations finalement concernant la disparition de Brandy. Les seules informations que les policiers obtiennent viennent de la famille, de ses dernières heures avant qu'elle n'aille dans cette discothèque, et surtout de ces images de vidéosurveillance. Que s'est-il passé après? On n'en sait pas plus. On ne peut émettre que des théories. D'ailleurs, les théories qui ont été avancées par le FBI sont les suivantes. Brandy aurait pu être victime d'un vol de voiture, un vol de voiture qui a mal tourné cette nuit-là. Cette théorie est étayée par la position du siège du conducteur et par l'endroit où la voiture a été retrouvée. Il y a aussi la théorie selon laquelle Brandy aurait pu être victime d'un acte criminel après être tombée en panne d'essence, tenait justement sur l'autoroute. Théorie également corroborée par le fait que la voiture de Brandy faisait face à Tyler, donc elle prévoyait de rentrer dormir chez elle. Elle prévoyait de rentrer chez sa mère. Autre théorie qui est émise par certains membres de la famille de Brandy, la théorie selon laquelle la jeune femme aurait pu être kidnappée cette nuit-là et forcée à se prostituer. Je rappelle que la zone où elle a disparu est connue donc pour du trafic de drogue et du trafic sexuel. Moi, je voudrais évoquer une théorie qui n'a pas été avancée lors de l'enquête, mais qui est probable, en tout cas on peut se poser des questions. Et si Brandy s'était rendue pour une raison précise dans cette boîte de nuit, cette nuit-là? Et si, par exemple, elle avait un rendez-vous fixé avec quelqu'un, je sais pas, un gars avec qui elle aurait matché sur un site de rencontre, un gars qu'elle aurait peut-être rencontré, qui ce soir-là lui aurait dit « écoute, moi je vais dans cette boîte de nuit, rejoins-moi ». Et si, par exemple, ce rendez-vous, c'était cet homme au chapeau que l'on voit sur les images de vidéosurveillance? Parce que, mis à part ces deux caméras, cette caméra à l'entrée et à la sortie, cette caméra à l'accueil, on n'a aucune autre image. Rien ne nous prouve que Brandy n'a pas parlé à cet homme durant la soirée. Quand ils sortent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand ils sortent de la boîte de nuit, ils sortent quasiment en même temps. Il y a Brandy qui fonce tout droit pour aller sur le parking, l'homme en question qui va vers la gauche, mais vers la gauche c'est aussi finalement un endroit du parking. À un moment donné, il tourne la tête et on ne peut pas s'empêcher de voir cette ombre et qui peut nous laisser penser que Brandy a suivi cet homme. Moi j'ai l'impression, et c'est qu'une impression, qu'ils sortent en même temps, que Brandy fonce droit en pensant peut-être à la récupérer, je sais pas moi, sa voiture, ou elle fonce droit sur le parking pour je ne sais quoi. Lui va vers la gauche et on le voit tourner la tête vers la droite. Je suis quasiment sûr qu'il lui dit quelque chose ou qu'il la cherche du regard parce que peut-être qu'il se dit que c'est le dernier moment, elle part, lui part, peut-être c'est le dernier moment où il pourra rentrer avec elle, où il pourra essayer quelque chose. Et on a l'impression, encore une fois, que Brandy, effectivement, va à son contact. Après, voilà, c'est qu'une interprétation d'image. Il y a un autre élément important qui a été rapporté par certains témoins ce soir-là, des gens qui ont été interrogés. Apparemment, Brandy a passé une partie de la soirée à s'inquiéter surtout comment elle allait rentrer. Elle a demandé à certaines personnes s'ils avaient de l'essence ou s'ils pouvaient la dépanner en essence. Et ça, c'est important, je trouve, parce que si ça se trouve, elle a demandé à cet homme au chapeau de la dépanner, il lui a dit oui, et c'est lui peut-être qui a conduit ce ne sont que des suppositions, hein, mais c'est lui qui a peut-être conduit la voiture de Brandy. Il avait l'air un peu plus grand, je vous rappelle que le siège conducteur était largement reculé. Il y a un vrai problème dans cette histoire, c'est une question forcément que vous vous posez, et pourquoi on n'a pas retrouvé cet homme? Déjà, d'une, la qualité des images est une qualité d'image des années 2000, c'est correct pour apercevoir les gens comme ça de loin, mais en zoomant, on n'a rien sur cet homme. Apparemment, il a été discret lors de la soirée, puisque personne n'a dit quoi que ce soit sur son comportement, ni sur qui est cet homme. Il porte un chapeau, ce qui permet aussi de dissimuler quelque peu son visage. Et à ce jour, écoutez bien, on n'a jamais retrouvé cet homme. Cet homme ne s'est jamais manifesté. C'est pour ça que ça fait 17 ans aujourd'hui que Brandy Wells a disparu. Elle aurait donc 37 ans. La police est toujours à sa recherche.
j'ai envie de dire que les recherches sont quasiment mises de côté, ça reste un cold case, hein, on ne sait pas ce qui a pu lui arriver. Il y a une page Facebook qui a été créée par la mère de Brandy, qui est très active, hein, qui met en avant des appels à témoins, qui relaie des informations concernant la disparition de Brandy. Mais aujourd'hui, ce cas reste, comme je le disais, un cold case. On ne sait toujours pas ce qui a pu arriver à Brandy Wells. Avant de terminer cette vidéo, je pense qu'il est important de mettre en avant peut-être une piste. Souvenez-vous, un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé de ce corps qui avait donc été découvert en 2006, corps qu'on pensait appartenir à Brandy Wells, et qui a donc été identifié comme étant celui de Dana Dodd. En fait, Dana Dodd, c'était une jeune femme qui avait été déclarée disparue par ses proches en 2003. Chose très étrange, la dernière fois qu'elle a été aperçue, elle était en train de distribuer des magazines sur un parking d'un supermarché situé à Longview, la ville où Brandy a disparu. Son corps a donc été découvert 3 ans plus tard, donc en 2006, dans un cimetière du Texas, mais n'a été identifié qu'en 2019. Et pendant cette période, eh bien, les médias ont surnommé cette femme non identifiée Lavender Doe, à cause des vêtements violets qu'elle portait lorsqu'elle est décédée, lorsqu'elle a été retrouvée. Il aura fallu, vous le voyez donc, 12 ans pour confirmer son identité parce que lorsque son corps a été retrouvé, donc en 2006, il était brûlé, le visage était méconnaissable. La seule chose que la police pouvait confirmer, c'est qu'il s'agissait d'une femme de race blanche âgée entre 17 et 25 ans. Elle avait les cheveux blonds et portait une chemise violette, ainsi qu'un jean contenant $40. Du sperme a également été retrouvé sur son corps. Elle a été donc enterrée sans qu'on ne sache qui elle était. En 2014, le corps a été inhumé et le visage a été reconstitué grâce à la technologie numérique 3D. L'enquête va prendre une tournure inattendue le 19 juillet 2018, lorsque Felicia Pearson, une femme vivant au Texas, a elle aussi été portée disparue. Son corps est retrouvé un petit peu plus tard près de Birdsong Street à Longview, le 24 juillet. En enquêtant sur cette mort, sur la mort de Felicia Pearson, la police va rapidement découvrir qu'elle vivait avec un homme, avec un certain Joseph Burnett. Cet homme est interrogé et il avoue les meurtres, 2 meurtres. Le meurtre donc de Felicia Pearson, sa petite amie, et celui d'une autre femme non identifiée. Vous comprenez que cette femme, c'était donc Dana Dodd. Et il donne des détails sur ce meurtre. Il déclare aux policiers qu'il a rencontré effectivement cette femme, cette Dana, alors qu'elle était en train de vendre des magazines sur un parking de supermarché à Longview. Il explique qu'ils ont échangé, qu'elle a essayé de lui vendre des magazines, lui a refusé, et dans la conversation, Dana Dodd lui aurait proposé d'aller faire l'amour dans sa voiture. Il raconte que juste après, elle a essayé de lui voler de l'argent. Alors, il l'a tuée et a brûlé son corps. Il explique également aux policiers que c'est lui qui avait laissé $40 dans sa poche, parce que, c'est ce qu'il dit, elle les avait mérités, elle les avait gagnés. Joseph Burnett est donc le meurtrier de Dana Dodd. Ça ne fait aucun doute, il est déclaré coupable pour les 2 homicides, celui de sa compagne, Felicia, et celui de Dana. Et il est condamné à 50 ans de prison pour chaque meurtre. Mais question, ces meurtres n'ont été résolus que plusieurs années plus tard, qu'en 2019. Il s'est passé beaucoup de temps. Où était-il en 2006 lors de la disparition de Brandy Wells? Il vivait à Longview. C'est là qu'il a rencontré Dana Dodd sur le parking du supermarché. Qui nous dit que ce n'est pas lui qui a croisé la route de Brandy Wells? Qui nous dit qu'il ne l'a pas croisée cette nuit-là? Qui nous dit qu'il n'est pas responsable de la disparition de Brandy Wells? En tout cas, aujourd'hui, même en prison, il n'en a jamais parlé.
Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. C'est une histoire que j'avais mis de côté il y a plusieurs semaines parce que tous les éléments que j'ai pu trouver sur cette disparition m'ont beaucoup intrigué. J'ai essayé de rassembler tous les éléments. Peut-être que vous, vous allez trouver autre chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas les histoires non résolues, n'aiment pas les cold cases, mais moi je suis très intrigué par ces histoires mystérieuses, ces disparitions qui ne sont toujours pas résolues. On a ces images de vidéosurveillance de la disparue là pour cette histoire, et on ne sait pas, des années plus tard, ce qui lui est arrivé. Et moi je trouve ça assez incroyable qu'on n'arrive pas à trouver le moindre élément, le moindre indice, encore aujourd'hui. Je vous mets également en barre de description 2 vidéos qui sont en fait les timelines de l'arrivée de Brandy dans la boîte de nuit. Ça dure environ 17 minutes pour l'arrivée, et du départ de Brandy le soir également de sa disparition de cette boîte de nuit. Ce sont des images qui avaient été à l'époque diffusées par la police et qui permettent en fait d'analyser toutes les personnes qui sont passées, qui sont rentrées ou qui sont sorties. Ça n'a rien donné aujourd'hui, mais je vous les mets, peut-être que ça vous intéressera de les voir. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à partager, que ce soit dans votre cercle familial ou autre, les vidéos, si évidemment vous avez envie de les partager. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!